Bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors je tiens tout d'abord, bien sûr, à remercier les organisateurs de ce colloque et Jacques Lepers en priorité, et d'avoir bien voulu me convier à revenir dans ce Nord pour présider cette matinée d'échange sur le sujet que l'on vient d'évoquer. C'est pour moi vraiment un réel plaisir de me retrouver ici. Je suis venu de nombreuses fois dans cette faculté pour d'autres sujets, d'autres questions. Et c'est un réel plaisir de voir plein de figures, de personnes que j'ai croisées, que j'ai appréciées, et vous redire le plaisir d'avoir travaillé dans ce Nord. J'en profite d'ailleurs pour saluer, et à la fois plus particulièrement Joëlle Ada, la présidente du tribunal administratif de Lille, et puis Étienne Quincé, le président de la cour administrative de Douai, en le remerciant de bien vouloir m'accepter sur ces terres, parce que je n'ai plus aucune légitimité pour venir ici. Alors précisément, que vient faire un retraité, a priori renvoyé à des occupations beaucoup plus frivoles, pour venir ici discuter de la médiation en droit public? Alors, je vous dirais simplement que je crois, et c'est peut-être un peu pour ça que Jacques Lepers m'en avait suggéré l'idée de venir ici, je crois que l'expérience que j'ai acquise en matière de médiation ou de conciliation, mais je reviendrai sur cette distinction qui pour moi n'existe pas, l'expérience que j'ai acquise dans un domaine assez particulier, qui est le domaine du droit du sport, où il existe depuis 1992 un système de conciliation obligatoire. Évidemment, c'est un peu particulier. Donc ces 25 ans m'ont permis à la fois de pratiquer, et je continue toujours à le faire, de pratiquer ce système de la conciliation et surtout d'en apprécier l'efficacité et la portée. Je vous dirais d'ailleurs que sur ces presque 25 ans, c'est 92, 97, 25 ans, 6000 affaires ont été traitées. Alors bien sûr, pas que moi, nous sommes 21 conciliateurs, et que, bon an, mal an, nous arrivons toujours à un chiffre à peu près de 70% de règlement des litiges au stade de la conciliation. Donc c'est un exemple effectivement tout à fait intéressant, performant, certes avec des modalités très particulières, mais qui aujourd'hui a fait ses preuves. Donc c'est peut-être un peu avec cette expérience que je me sens un peu capable de vous parler de ce que c'est que la conciliation et la médiation, et j'ai l'occasion aussi de pouvoir le pratiquer dans un certain nombre d'autres dossiers, notamment de marché public, du temps où l'article L, je ne sais plus, 211.4, s'appelait conciliation. Alors, pour démarrer ce colloque, et je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais quand même planter un peu le décor à partir d'une question qui était posée. La médiation en droit public est-elle perçue comme une nécessité? Je ne sais pas si la question est bien posée. Parce qu'effectivement, en juger par le nombre de conciliations ou de médiations qui existent en droit public, je dirais que ce nombre est quand même insignifiant. Je pense qu'au contraire, la question serait plutôt pourquoi la médiation en droit public n'est-elle pas perçue comme une nécessité? Alors j'espère simplement que ce colloque nous permettra d'arriver en finale, en fin d'après-midi, à retourner la question, à enlever la formulation négative, et puis peut-être aboutir à une conclusion qui est pourquoi la médiation en droit public doit-elle être perçue comme une nécessité? Alors, si vous me permettez, pour essayer de vous en convaincre et cheminer tout au long de cette journée, et notamment de cette matinée que j'ai encore une fois le plaisir de présider, très rapidement vous dire, à mon avis, quels sont pour moi les arguments qui permettraient de dire qu'aujourd'hui, ce doit être perçu comme une nécessité. Quatre arguments très rapides, encore une fois. Le premier argument, tout d'abord, bien parce qu'aujourd'hui, il me semble que le contentieux administratif
à la fois par sa diversité et par l'évolution même que l'on a de la conception du contentieux administratif, a constamment évolué. Il est évident qu'en ce qui concerne le contentieux administratif, on n'est plus du tout aujourd'hui, il ne se résume plus du tout aujourd'hui à un simple contentieux de ce qu'on pourrait appeler les mesures de police, les prérogatives de puissance publique, l'ordre public stricto sensu. Le droit administratif et le contentieux administratif aujourd'hui s'étend à bien d'autres domaines. Bien évidemment les domaines contractuels, les domaines des marchés publics, le domaine de la responsabilité, les contentieux sociaux dont on sait comment les tribunaux administratifs aujourd'hui ont du mal à le résoudre de manière efficace. Et cette évolution, me semble-t-il, est tout à fait favorable, bien évidemment, à ce qu'on introduise ces systèmes de médiation et de conciliation. Alors certes, on est bien d'accord, je ne pense pas que demain, on va aller transiger pour obtenir un titre de séjour, encore que, pourquoi pas. Mais demain, et déjà aujourd'hui, bien évidemment, on peut transiger dans beaucoup de matières du droit administratif. Alors, cette première constatation, cette première évolution, s'accompagne aussi, ou se double aussi par la perception qu'on a peut-être aujourd'hui du contentieux administratif, où on était accroché sur une distinction complètement rigidifiée entre le recours pour excès de pouvoir, où là le juge ne peut que dire c'est rejeté ou c'est annulé, et puis le recours de plein contentieux. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette même perception. Le recours pour excès de pouvoir, par exemple, est en train d'évoluer considérablement, et ce qui aboutit à ce que même dans des domaines de recours pour excès de pouvoir, on peut percevoir aussi des possibilités de médiation. Je vous donne un exemple très simple, une sanction disciplinaire. Aujourd'hui, on peut ou annuler la sanction disciplinaire ou rejeter, point. Mais on ne peut pas éventuellement moduler la sanction en disant au lieu de 5 ans de suspension ou de suspension ou autre, peu importe, on va la ramener à 3 ans. Un tribunal s'y est aventuré, je crois que c'est le tribunal administratif de Strasbourg. La cour d'appel est tout de suite venue dire non, pas possible. Bon. Mais la médiation ici pourrait le faire. Donc, voilà, le premier argument et première raison pour lequel on peut effectivement développer la médiation en droit public, c'est cette évolution, me semble-t-il, à la fois du contenu du contentieux administratif et de sa perception. Alors sur cette question, bien sûr, nous essaierons d'y réfléchir et de nous demander si effectivement on doit, en matière de droit public, définir un périmètre de la médiation, et ce que essaiera de répondre Madame Georgina Bénard-Vincent, qui est doctorante à l'Université de Lille et qui nous permettra de voir ce qu'elle en pense. Faut-il définir un périmètre? Faut-il laisser ce périmètre, au contraire, vague? La loi, en tout cas, n'a pas choisi de vouloir définir un périmètre. Le décret, peut-être, le fera, je ne sais pas. En tout cas, c'est la première question auquel nous essaierons de répondre grâce à Madame Georgina Bénard. La deuxième argument que je voudrais avancer, et je vais essayer d'aller vite, c'est aujourd'hui l'offre d'un cadre juridique. Nous n'avions pas en droit public véritablement un cadre juridique qui était très défini et qui était très précis pour utiliser la médiation et la conciliation. Certes, il y avait un article qui permettait aux présidents de tribunaux administratifs et de cours d'organiser des missions de conciliation, mais à part ça, j'allais dire, débrouillez-vous. On ne sait pas comment, on ne sait pas selon quelle procédure. Ça marchait un peu quand même, mais de manière très, très limitée. On a aussi eu un article 711 et des poussières, je ne sais plus, qui permettait la médiation. Mais alors, excusez-moi, la médiation dans les litiges transfrontaliers, peut-être qu'à Lille ça marche, mais à Limoges par exemple, on n'a pas tellement l'occasion d'avoir, je parle de Limoges parce que je viens de Limoges, on n'a pas l'occasion d'avoir beaucoup de litiges transfrontaliers. Oui, je crois qu'il n'y a en plus jamais eu de cas. Alors, les choses ont évolué, et bien sûr la loi récente sur la modernisation de la justice au XXIe siècle nous offre aujourd'hui un cadre juridique qui offre surtout des garanties. Et je dirais essentiellement dans 4 domaines ou 3 domaines précis où il y a des garanties qui me semblent intéressantes. D'abord sur
l'uniformisation de la dénomination du processus. On ne distingue plus conciliation et médiation. Et alors moi je suis très content parce que je n'ai jamais fait de distinction entre médiation et conciliation, on s'en expliquera si vous voulez. L'autre garantie, c'est que bien sûr, nous avons maintenant un encadrement juridique de ce processus. Bon, on sait comment un peu les chefs de juridiction peuvent s'organiser, encore que la loi ne donne pas encore tout le mode d'emploi, mais quand même, hein, on distingue la médiation décidée par les parties, la médiation décidée par le juge, on prévoit des éléments concernant la rémunération, enfin bref, il y a tout un système effectivement de procédures qui sont peut-être générales mais qui vont s'affiner. Et puis, troisième garantie, c'est, je crois, en préservant surtout, et ça c'est important, les délais de recours contentieux devant le juge. Parce qu'avant, vous alliez en conciliation, mais on ne savait pas ce qui se passait pour effectivement préserver et garder les délais de recours. Ce qui pouvait être très fâcheux, parce que si la conciliation ou la médiation échoue, quid après d'aller voir le juge. Donc sur cette offre, j'allais dire, d'un cadre juridique aujourd'hui défini, Xavier Libert, que j'ai plaisir à avoir à ma gauche ici, qui a été nommé référent médiation pour l'ensemble des juridictions administratives, nous précisera effectivement l'apport de ces nouveaux textes et surtout leur impact sur ce que j'appelle la nouvelle vie, puisqu'elle existait quand même un peu, de la médiation en droit public. Troisième argument que je voudrais aussi rapidement bien sûr évoquer, c'est vous dire qu'il y a peut-être plus d'avantages d'aller devant le médiateur que d'aller devant le juge. Bon, il faut être très prudent en disant ça parce que c'est pas encore demain qu'on va percevoir qu'il vaut mieux aller devant le médiateur que devant le juge. Mais quand même, trois ou quatre éléments qui permettent de le justifier. La rapidité. Bon, là aussi, il faut argumenter, parce que c'est vrai que le juge aujourd'hui administratif, hein, on a été très souvent critiqué, bien sûr, sur le manque de rapidité du juge administratif, mais le juge administratif aujourd'hui, avec les référés, avec quand même des délais d'intervention qui sont beaucoup plus rapides, peut pallier, ou en tout cas peut améliorer cette critique de la rapidité. Et je vous dirais aussi qu'une médiation, une conciliation, enfin, je vais parler que de médiation, hein, mais une médiation ratée ou qui aboutit à un échec va aussi allonger, à la limite, à la durée du traitement général du contentieux. Mais ce qui me paraît déterminant, et ce qui est un élément de rapidité absolument convaincant, c'est que si vous arrivez à une médiation qui est réussie, vous court-circuitez, vous gommez toutes les autres possibilités de recours contentieux qui existent. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a plus de possibilité d'appel, il n'y a plus de possibilité de cassation, et vous avez à ce moment-là une solution qui vous donne une sécurité juridique, bien sûr, dans la mesure où il est adopté. En droit du sport, c'est fondamental, et c'est ce qu'on recherche essentiellement. Une médiation qui aboutit à dire, eh ben oui, un résultat de championnat ou une homologation de championnat, elle est terminée parce qu'on a abouti à une médiation, eh bien ça évite que 2 ans après, la Cour administrative d'appel de Paris ou 4 ans après, le Conseil d'État vous dise, ah ben non, c'est pas Lille qui était champion de foot cette année, c'est Toulouse. Voilà. Et ça, c'est véritablement cette possibilité de gommer, si j'ose dire, les possibilités de recours que vous permet et que vous offre bien sûr le contentieux normal est tout à fait déterminante sur cet impact de la rapidité. Deuxième chose, le coût. Deuxième élément, le coût. Alors, si vous comparez médiation payante et recours au juge gratuit, vous dites on n'est peut-être pas gagnant. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner à mon sens. Il faut aussi voir quel est le coût d'un procès dans son ensemble. Là aussi, si vous gommez les différents recours contentieux, si vous avez la possibilité dans une médiation d'obtenir rapidement le paiement de l'indemnité, si la collectivité locale va éviter de payer les intérêts qui sont liés ensuite à la condamnation qu'elle aura 5 ans plus tard, tout ça doit rentrer en ligne de compte pour, bien évidemment, apprécier le coût. Troisième élément, troisième avantage d'aller devant le conciliateur ou le médiateur et devant le juge, j'allais dire une procédure sur mesure. Alors, je ne dis pas que la procédure devant le juge administratif ne vous donne pas toutes les garanties d'impartialité, de contradictoire, et que tout ça est bien encadré.
Mais j'allais dire que la procédure devant le médiateur, c'est véritablement une procédure sur mesure. Le médiateur, il va ne s'occuper que de votre cas. Il va être à votre disposition pour votre cas. Il va vous calibrer le temps dans lequel on va essayer de résoudre le problème. Il va même aller sur place pour voir quel est l'enjeu du litige, etc., etc. Si vous me permettez cette métaphore, je dirais que la procédure devant le médiateur, c'est une procédure qui est en classe business. Et la procédure devant le juge, c'est une procédure en classe éco, mais qui marche quand même, hein, bien évidemment. Donc voilà, retenez cette formule pour vous convaincre encore une fois que vous avez ici un avantage. Et puis, dernier avantage qu'il y a dans cette procédure, c'est que vous aboutissez à une solution qui n'est pas imposée, mais qui est une solution consentie. Alors, bien sûr, il faut que les parties soient d'accord, mais à partir du moment où c'est une solution consentie, d'abord, les parties sont quand même assez satisfaites d'avoir résolu le problème, et surtout, cela ne brise pas le lien, les rapports qu'il peut y avoir entre les parties. Je vous prends un exemple. Une collectivité locale qui va avoir un procès contentieux dur, compliqué, avec un prestataire de service, avec une entreprise, vous croyez que cette entreprise va vouloir revenir soumissionner au marché? Vous croyez que, bien sûr, normalement, l'offre, les modalités de conclusion du contrat ne devraient pas prendre en compte ces considérations, mais quand même. Le fonctionnaire ou l'agent public qui va se bagarrer avec son administration sur une sanction, vous croyez qu'il va être à l'aise, aussi bien l'administration que le fonctionnaire, après le procès contentieux? Enfin voilà, réfléchissez à ces questions. Je pense que ce sont des questions qui, effectivement, sont importantes. Alors, ces avantages, nous ne les percevrons peut-être pas encore beaucoup dans le contentieux administratif. Ils ont peut-être été mieux perçus dans le contentieux judiciaire. Et précisément, Monsieur Joël Gauthier, alors je crois que vous venez d'arriver, mais tant mieux, si j'ose dire, qui est avocat au barreau de Paris, et Madame Paul Dambry-Voisin, qui est présidente de l'ICSAD, c'est-à-dire l'école des avocats, nous diront si ça marche bien, ce qu'il faut en penser, quels sont les enseignements. Alors, moi, je suis un peu inquiet de laisser après la parole à M. Gauthier parce que son sujet, c'est les blocages en matière de médiation. Alors, ça commence pas terrible, mais bon, voilà. Et ils nous diront, il vaut mieux connaître les blocages pour justement pouvoir les débloquer. Enfin, quatrième argument pour vous convaincre encore une fois que la médiation doit être une nécessité, c'est la liberté de choix qu'ont dans cette procédure les parties. Liberté de choix, bien sûr, dans la décision, l'initiative d'aller à cette procédure, mais aussi liberté de choix d'accepter la solution ou de ne pas l'accepter. Cette liberté, je pense, elle est fondamentale dans cette procédure. Alors voilà, j'espère que ces arguments vous permettront peut-être d'aboutir à ce que cet après-midi ou ce soir on dise que la médiation doit être une nécessité. Ce n'est pas le cas. Et pour ça aussi, eh bien, la table ronde avec Joël Hada, présidente du tribunal administratif, Manuel Gros, qui est avocat barreau de Lille, et puis monsieur Benjamin Dumortier, qui est maire de Sizouin, mais membre du bureau de l'association des maires du Nord, nous diront un petit peu quelle est l'impression qu'ils ont et comment ils voient pour essayer de donner le maximum de chance à cette procédure. C'est pas gagné parce que je terminerai presque en vous disant que dans un dossier de contentieux que je viens de recevoir, enfin un dossier de contentieux à régler par la voie de médiation, l'avocat qui demandait à la présidente de bien vouloir essayer de voir si on ne pouvait pas désigner un médiateur ou un conciliateur, terminait sa lettre comme ça. Je mesure le caractère exceptionnel de ce type de demande et vous remercie, Madame la Présidente, de l'attention que vous voudrez bien lui consacrer. C'est dire que c'était presque, mais comment est-ce que j'ose pouvoir demander à la Présidente de mettre en place cette procédure? Alors, vous voyez que ce n'est pas gagné. Je terminerai... Bon, oui, je peux le faire. 3 minutes. En vous racontant une petite histoire, tiens, pour démarrer, j'allais dire dans la bonne humeur, cette journée d'études. Cette histoire est la suivante, elle me plaît beaucoup. Je la place assez souvent lorsque je parle de médiation.
Vous la connaissez? Je ne sais pas. Bon. Parce que j'en ai une. Ah bah alors, ça va être que des histoires, alors, c'est parfait. Alors, écoutez, la mienne, c'est celle-ci. C'est un riche propriétaire arabe, c'est pas la même, hein, qui, à sa mort, laisse le testament suivant. Je lègue à mon fils aîné la moitié de mon troupeau de chameaux. Je lègue à mon deuxième fils le tiers de mon troupeau de chameaux. Et je lègue à mon dernier fils, le fils cadet, le 9e de mon troupeau de chameaux. C'est simple et clair. Sauf qu'on s'aperçoit que ce troupeau de chameaux, il est composé de 17 chameaux. Et vous vous rendez compte que ce calcul mathématique, c'est un sacré casse-tête chinois. Et d'ailleurs, bien évidemment, comme dans toute succession, c'est une bagarre monumentale, puisque comment faire pour diviser 17 chameaux en 2, en 3 et en 9? Donc c'est la bagarre. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a dans ce village un vieux sage, allez, pourquoi vieux? Mais pour les besoins de la cause, je l'appellerai un médiateur. Donc on va le chercher, bien sûr. Il vient. Il lit le testament, il se rend compte du problème, et il repart aussitôt chez lui. Et il revient avec son propre chameau, qu'il ajoute aux 17 chameaux. Ce qui fait un cheptel, disons, de 18 chameaux. Et là, il dit au fils aîné, eh bien, 18 chameaux divisés par 2, voilà 9 chameaux. Au deuxième fils, il dit 18 chameaux divisés par 3, voilà 6 chameaux. Et au troisième fils, 18 chameaux divisés par 9, voilà 2 chameaux. 9 et 6, 15. 15 et 2, 17. La succession est réglée. Et il repart chez lui tranquille avec son chameau. Alors, je ne dis pas, Monsieur Libert, qu'il faut que le Conseil d'État dote chaque nouveau médiateur d'un chameau. Hein. Bien évidemment, ça serait peut-être utile. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut effectivement, à partir de cette histoire, que chaque médiateur soit quand même doté, j'allais dire, d'un maximum d'astuces, hein, pour mener à bien sa mission de conciliation. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Et en tout cas, c'est encore une fois, je vous le dis, un réel plaisir de parler de ces sujets et de vous retrouver parmi vous. Merci à vous.